Jeune adulte, Guy Cousineau devient employé de la Ville de Montréal. Il joint alors les rangs du syndicat des Cols Bleus et y milite notamment au Comité d'éducation et d'action politique. Or, avec d'autres, il représente son syndicat au sein du Conseil du travail de Montréal, l'instance régionale de la FTQ qui, à l'époque, est impliquée dans une réforme de la formation syndicale. L'enjeu est de privilégier la formation par les pairs plutôt que la bonne vieille approche magistrale. Guy s'y engage à fond comme formateur à un point tel qu'il deviendra encadreur de formateurs. De plus, en conformité avec la tradition sociale du Conseil, il collabore à la mise sur pied du Rassemblement des citoyens de Montréal, un parti politique municipal qui prendra le pouvoir en 1986. Guy Cousineau assume de plus en plus de responsabilités au Conseil. Il y est élu vice-président en 1977 et secrétaire général de 1981 à 1995, ce qui en fait le dirigeant y ayant assumé le plus long mandat. Précisons qu'en 1985, il est choisi par les conseils du travail régionaux pour les représenter à titre de vice-président au sein du bureau de direction de la FTQ. Enfin, on ne peut passer sous silence le fait qu'en 1992, sa candidature à la vice-présidence du Congrès du travail du Canada, le choix de la FTQ, a été battu. Très mal reçu, ce précédent a cependant valu à la FTQ son autonomie par rapport au CTC. Mon cher Guy, merci de nous accueillir. On va pouvoir un peu évoquer ton parcours syndical, mais militant, humain, militant social, politique. Puis en même temps, ça nous permet de reviser des époques ou des événements qui ont marqué l'histoire du mouvement ouvrier. Tu as été élevé dans quel quartier à Montréal? Moi, j'ai été élevé dans Villeray. Dans Villeray? Dans Villeray, puis maintenant, ce qu'on appelle la petite patrie. D'ailleurs, la maison que j'avais avant de m'en venir ici, c'est la maison où je suis venu au monde. Ah bon? Sur de Normandville. Ah oui? Oui, c'est mon grand-père d'Umberry qui avait bâti... Grand-père maternel? Maternel. En arrière du... ce qui est aujourd'hui le Patro, qui était l'orphelinat Saint-Arsène. Prévost, oui. Quand j'étais jeune, c'était l'orphelinat Saint-Arsène. Le monde autour, c'était des ouvriers, pour la plupart. On était élevés à l'entraide. On était une famille de 7, puis on se partageait les tâches. À un moment, on ne pouvait pas tout faire. Non. La façon qu'on était élevés, c'est qu'il fallait s'occuper des autres, puis s'impliquer avec les voisins, puis aider le monde. Chez nous, on n'a jamais été riches. Vous ne viviez pas dans la misère? On ne vivait pas dans la misère. On a connu du monde pauvre autour de chez nous. Mon grand-père d'Umberry était menuisier sur le chemin au Shop Angus. Ah oui? Il travaillait donc à la construction des wagons, donc comme menuisier. Du côté de maman, c'était tous des ouvriers d'usine. Puis mon père, pendant la guerre, il a travaillé en arpentage à la création de la ville de Bécomo. Il est revenu, puis là, il s'est ouvert un nettoyeur de linge. Là. Ouais. Il a fait ça pendant 1 an ou 2, à tirer les liards par la queue. Il est rentré au gouvernement du Québec comme fonctionnaire, à Montréal, au ministère de l'Agriculture. Il était président de sa section locale. Ça a-tu influencé ton implication dans le syndicat? Ça n'a pas été déterminant. Non. Mais c'était une chose qui était normale. Dans le fond. Pour moi, c'était normal de t'impliquer puis de prendre ta place dans le syndicat. Mon grand-père, c'est son implication à la Société Saint-Jean-Baptiste qui a créé une section, la section Jean Talon, je pense que ça s'appelait. Et donc, il était capable. Puis dans les années 50, 60,
Chez nous, j'ai entendu parler de la patente. La patente. La patente. Et, mais je Mouvement nationaliste. Nationaliste, là, de protection de toutes sortes. Donc, à partir du moment où on était assez grand pour faire de l'argent un petit peu, on a été mis à contribution. Quand on a commencé à travailler pour le vrai, on a payé une pension chez nous très rapidement pour permettre de joindre les deux bouts. Mais je pense que j'ai jamais rien manqué de rien. Tu as fait des études secondaires? J'ai été faire un an au Collège classique, à l'Assomption. Puis c'était le curé qui payait une partie de mes... Puis quand tu as vu que je ne serais pas un curé, puis je ne ferais même pas mon cours classique, il a arrêté de payer, puis c'est mon père qui s'est ramassé avec la dette. Ah, mon Dieu. En fait, j'ai été jusqu'en 11e année, et après ça, j'ai été à l'Institut de technologie de Laval, et j'ai étudié comme technicien en instrumentation et contrôle. Qui est, en fait, ça consiste à quoi, ça? En fait, c'est la réparation puis l'entretien des appareils pneumatiques et électroniques. C'est à ce titre-là que tu été embauché à la Ville de Montréal? J'ai été embauché à l'usine de filtration d'eau. L'usine de filtration d'eau. Alors, tous les contrôles ça c'est en quelle année? En 1963, juin 63. 63, donc tu avais 20 ans. J'avais 20 ans. Et j'ai fait jusqu'à ce que le mouvement syndical vienne me chercher. Quand j'ai commencé à travailler, j'avais des amis, puis l'été, les fins de semaine, j'allais remplacer au camp Bruchézy. Ah, parce que les moniteurs et les autres aussi, il y avait des fins de semaine, fait que j'y allais. Je travaillais à la ville, mais les fins de semaine, les dimanches, les samedis, dimanches... C'était ton bénévolat? Oui, c'est ça. J'allais bien, mais jamais de chum était là, fait que ça allait bien. À la Ville de Montréal, à cette époque-là, il y a déjà un syndicat. Oui. Tu arrives au local 301. C'est ça. En fait, j'ai été simple membre, aller aux assemblées générales, puis... mais là, j'ai été élire délégué en 68. Y a-tu eu des batailles ou des enjeux importants? Là, Bien, dans le temps que j'étais là, on a fait une bonne grève dans les années 70, au début des années 70, plusieurs semaines. C'était l'administration de drapeau dans le temps? Oui. Oui, on était avec mon ami Lampron. Roger Lampron. Roger Lampron, qui était... c'était son dernier mandat. Oui. Après ça, c'était Michel Lapierre, Lapierre qui s'était présenté contre lui, qui n'est pas resté... Ben écoute, en 76, il est parti travailler au PQ avec Burns, au cabinet de Burns. Fait qu'il a peut-être fait 2 mandats. As-tu des rappels de l'animosité et des affrontements entre le syndicat et l'administration de drapeau? Bien, disons qu'il y avait... Le nombre de griefs était très important dans ce temps-là. Mais moi, j'étais dans le milieu où j'étais, à l'usine de filtration d'eau. Il y avait, je pense que le temps que j'étais là comme délégué, deux griefs à régler. C'est pas là. Il y avait des endroits, j'imagine, qui étaient plus conflictuels. L'endroit où il y en a qui est le plus conflictuel, puis je pense encore là, c'était la voirie. La voirie. La voirie, ça a toujours été un endroit où je pense que j'ai eu 2 mandats. C'est de là, en 68, que je me suis fait élire aussi au CTM. Au Conseil du travail de Montréal. Comme délégué du 301? Comme délégué du 301. Vous en aviez quelques-uns? 30. Ah, 30 délégués? Ah, mon Dieu! Alors, on avait du monde dans ce temps-là. Puis il n'y a pas grand monde qui... Sur les 30, il n'y en avait pas beaucoup qui y allaient, là. Ça, vous relayez? Oui, c'est ça. Il y a plus de... Dans le fond, il remplissait les postes. Si jamais il y avait besoin d'un vote quelque part pour avoir du monde, pour avoir de l'influence. Mais pendant les assemblées générales, à tous les mois, de toute façon, je pense qu'il y en avait 2 par mois au début, au conseil. Fait que ça il faut être vraiment vouloir pour y aller. Là. Fait que c'est là que j'ai commencé comme délégué au CTM. Commencé à m'impliquer plus des années 70, 72, où là, il y a eu un premier congrès avec André Messier. André Messier. Là, il était élu secrétaire. Secrétaire. Et là, il y a eu... lui a organisé un premier congrès
Oui, je me souviens. Dans les mois ou l'année qui a suivi. Congrès d'orientation. C'est ça, un congrès d'orientation. Et là, j'ai participé à ça. Je me suis fait déléguer au Conseil du travail par une section locale où je donnais le service. C'était un petit syndicat, ça. Là aussi, ben, au Conseil du travail, il y avait un renouveau. Le président du conseil, c'était Marcel Perrault. Il était le président du syndicat des postiers, le local de Montréal. C'était une place où il se passait des affaires. Il y avait aussi une volonté des conseils régionaux, des conseils du travail, comme on les appelait dans le temps, de prendre plus de place. Mais à l'époque, l'éducation au Québec, puis les conseils du travail, ça a relevé du CPC. C'était pas FTQ qui avait juridiction là-dessus. Il y avait juste 3 permanents du CPC qui desservaient l'ensemble du Québec. C'était pas très, très soutenant pour les conseils du travail qui, comme on sait, c'est pas une place où il y a le plus de ressources. Fait que là, il y a eu une première bataille à laquelle on a participé, puis qui s'est couronnée d'un succès. À Vancouver, au congrès du CPC en 1974, la FTQ a obtenu la juridiction sur les permanents régionaux et sur l'éducation. C'est un peu là que ça a parti. La FTQ a mis sur pied le service d'éducation. Il n'y en avait pas de service d'éducation FTQ avant. Il y avait de l'argent, puis dans ce temps-là, il y avait aussi des subventions de Québec. Pour les syndicats et pour les groupes communautaires, il y avait une enveloppe. Fait que c'est là que ça a commencé. Les premiers cours de conditions féminines, c'est au Conseil du travail de Montréal qui a été mis sur pied le premier cours. Le premier cours de préparation à retraite, c'est au Conseil du travail de Montréal qui a été mis sur pied. A commencé aussi des programmes de formation en information. Il y a eu un mouvement plus politique à Montréal avec la création du RCM. Le Rassemblement des citoyens de Montréal. Ouais. Et là, il y a eu une formation syndicale pendant tout l'automne et le printemps avant la formation. Tous les samedis, il y avait de la formation. Toutes les organisations envoyaient leur monde suivre les formations. Et moi, j'ai fait partie d'une des équipes d'organisation. C'était souvent au Centre Saint-Pierre. Ouais. Donc, j'ai participé là dans l'organisation des formations, s'assurer qu'il y ait du monde de chez nous, puis faire la promotion de ça. Donc, mon implication là, avec c'est comme ça vraiment que ça a commencé. Et j'ai été élu en 1977 comme vice-président, quand Émile Boudreau est allé travailler à FTQ. Ah bon? C'est moi qui ai remplacé. Parce qu'Émile était déjà vice-président. Émile était vice-président. Du conseil. Du conseil. Puis quand il était travaillé à FTQ, quand tu es arrivé au Conseil du travail, bon, tu étais délégué par ton syndicat, tu allais voir, là. Est-ce que tu avais conscience de l'importance de cette structure régionale-là? Disons que quand on a travaillé avec les autres centrales, c'est là que je l'ai... Tu as vu les morts? Avant ça, je voyais pas tant que ça. C'était pas très visible dans les années 60, le Conseil. Sauf qu'il y avait des racines très profondes. Il existe depuis longtemps, depuis les 1800 quelques. Ben oui, bien avant. Donc, qu'il y a eu un premier conseil qu'on a appelé notre ancêtre. Le conseil regroupe les militants des sections locales sur le territoire de chacun de nos conseils. Ça permet de partager des expériences. Une fois par mois, quand tu t'en vas dans cette assemblée où il y a des gens de la FPC, du SCFP, des Vitalo, de l'OIM, des gens de la construction, ça te donne une ouverture, puis tu vois la situation des syndicats dans la région différemment que si tu es tout seul chez vous à regarder la télé, puis juste à voir ce qui se passe, puis ce que les journaux disent de telle grève ou de tel conflit ou de ce qui se passe. Si tu as quelque chose d'intéressant qui se passe dans ta section locale ou dans ton syndicat, tu as l'endroit pour le faire partager avec les autres. Le Conseil a toujours été présent dans l'action politique à Montréal, soit par des revendications au niveau du transport, soit au niveau du logement. Le Conseil, c'est l'endroit où on peut cheminer nos revendications pour que la qualité de vie puisse s'améliorer. En 1977, j'étais vice-président. J'ai fait aussi suivi un des premiers cours de formateur donnés par la FTQ, ce qui m'a permis d'être libéré pour d'être encadreur au niveau du syndicat, principalement au niveau des conseils et du SCFP. Parce que je venais du SCFP, fait que j'ai fait ça pendant 78, 79, 80.
En 81, ben, en mars, j'ai été élu comme secrétaire général au Conseil. À la suite d'André Messier. C'est quelqu'un qui a dû avoir une influence sur toi parce que tu l'as connu. Bien, en fait, c'est lui qui... C'était mon mentor au CTM. C'est lui qui m'a amené là pour travailler au niveau politique, au niveau du RCM. Au niveau du RCM, j'étais responsable des élections en 1974. Oui, c'est en 1974, la première fois. Tout l'ouest de Montréal. Ta sœur, Léa Cousineau, très connue, était déjà là aussi dans les prémices du RCM. Là. Oui, Léa était impliquée beaucoup depuis le début, membre de l'exécutif. Oui, oui. Mais en même temps, en 1976, elle est partie pour été travailler avec Lise Payette. Ah oui, au gouvernement. Au gouvernement. C'est la condition féminine. Avant de revenir au RCM avec Jean Doré. Avec Jean Doré. Alors, on revient au CTM. Tes premières implications, donc, c'est cette participation à la mise sur pied du RCM. Puis au renouveau de la formation syndicale. Oui, parce qu'il y a eu un grand changement. C'est ça. Quand, en 1973, que la FTQ a créé son service, dans le fond, c'est là que j'ai eu plus de connivence avec le monde du CTM, puis avec André. Quand le premier cours de formateur était le laboratoire des premières formations de formateurs et tout ça, ça a été au CTM. Beaucoup avec le CTM. Oui. Il y a beaucoup de cours qui ont été expérimentés là. C'est ça, beaucoup de cours là. Il y en avait aussi dans les syndicats. Chez les métallos, au SCFP. Les métallos, SCFP, c'était pas mal les... Commerce avec Richard. Eux autres, ils le faisaient, mais nous, l'avantage qu'on avait au Conseil, c'est qu'on avait tous les syndicats. C'est ça, il y avait une variété de syndicats. Une variété de syndicats, donc c'était plus diversifié dans les points de vue. Et je pense que ça a donné un bon coup de main au développement de l'approche qui était, dans le fond, la formation par les pairs. Tu faisais cette formation-là du CTC, ça a ses limites, c'est à une place, puis c'est tout le monde ensemble. Puis quand c'est fini, c'est fini. Tu ne peux pas recommencer ça la semaine d'après à reposer une autre 125 personnes. C'est là qu'a été développée l'idée de la formule de formation de formateur, qui permettait de démultiplier là, par 10, par 20, par 100 le nombre de personnes que tu pouvais former au Québec, dans toutes les régions, dans tous les syndicats, même les syndicats qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Et ce que ça permettait aussi, c'est que comme ça pouvait être pris en charge par les conseils régionaux, ça permettait au conseil de faire de la formation, qui permettait aux plus petits syndicats qui n'avaient pas les ressources pour organiser des cours, d'envoyer leurs membres en suivre là aussi. C'est des milliers de personnes qui ont pu profiter de ça. Mais le courant de ceux qui favorisaient l'ancienne formule reprochait au programme de formation de formateurs de ne pas faire d'action politique. On ne formait pas les gens pour qu'ils soient autonomes politiquement. On ne leur faisait pas de discours pour leur parler de la classe ouvrière, des intérêts de classe opposée, puis tout ça. On ne leur parlait pas d'histoire du mouvement ouvrier quand on donnait un cours de délégué, quand on donnait un cours de CSST, tout ça. Bon, ils n'ont pas totalement... Il n'y avait pas totalement tort. Excepté que ceux qui prônaient cette formule-là trouvaient que pour le bénéfice de la qualité et de l'efficacité de l'action syndicale dans les milieux de travail, on était mieux de former 3000 personnes une année, même s'ils ne connaissaient pas tous les rouages de la politique, puis du rôle politique du mouvement syndical, que notre efficacité pour défendre les intérêts des travailleurs et des travailleuses serait grandement améliorée par cette formule-là. C'est ça. Fait que ce qui était... et j'ai été donc responsable pendant les premières années 76, 75, 76. On alternait, puis on s'échangeait des militants qui venaient... Ils étaient responsables de la forme d'organiser les cours au conseil. On n'avait pas d'argent. Même de créer les cours. Hein. Dans certains cas, on a créé des cours, comme toute la question de la condition féminine. Ça a été créé, entre autres,
quand on parlait de Léa était à ce moment-là au cégep de Rosemont, a mis sur pied et celle qui était là, qui a travaillé au CTM pour faire ce cours-là, c'était Nicole Boucher. Nicole Boucher, ben oui, pour le cours des femmes. Pour le cours des femmes. Et donc, ça a été... Et moi, je me souviens de discussions épiques avec les permanents du CTC dans ce temps-là qui ne voyaient pas ça d'un bon oeil. Ah ben non, oui. Puis les mêmes permanents ont continué à être très critiques à l'égard de cette approche-là. Mais je pense que... Il était plus de l'école didactique. Bon, oui, en fait, des conférences que des cours. Alors, je focus ça. C'est là que je me suis vraiment impliqué par la formation au conseil. Puis aussi, donc, avec l'encadreur, que j'ai fait à peu près le tour de la province à aller... Le rôle d'un encadreur, peux-tu nous le décrire un peu? Bien, en fait, le type de formation, c'était des délégués. En fait, c'était des délégués, des membres des syndicats qui allaient suivre une formation pour être capable de donner un cours. Une formation de formateur. De formateur. Donc, on donnait des cours. Et pour s'assurer que les nouveaux ne soient pas tout seuls dans le champ, la FTQ avait organisé, on était 3-4 encadreurs. Donc, des espèces de coachs. Des coachs, c'est ça. Et Joanne était là-dedans. Joanne Deschamps. Roger Genet a commencé là. Il y avait quelques syndicats qui en avaient. Et donc, chez Métallo, il y en avait au SCFP. Bien, en fait, c'est moi qui étais au SCFP. Puis aussi dans les conseils. C'est ça, il faut dire que le SCFP a été un des premiers syndicats qui a eu un service de formation en permanence. Oui. Les métallos aussi ont été précurseurs là-dedans. Bien, en fait, les deux, en fait, il y avait Blondin qui était... Il y a eu Blondin chez Métallo, mais avant ça, il y en avait aussi. Il y en avait avant, oui. On a développé aussi, au niveau social, l'approche avec les délégués sociaux. Oui, parce que ça, c'est né... Ça, c'est né suite à une rencontre d'André Messier puis de Normand Guimond, qui avaient été rencontrés au conseil de Toronto. Quand ils ont visité ça, ils ont regardé c'était quoi qui se développait, eux autres. Puis là, ils avaient déjà commencé à développer le Union Counselors, ce qu'ils appelaient, qu'on appelait les délégués sociaux. Et il y avait d'autres services qu'eux autres faisaient, entre autres, toute la question du développement des coopératives d'habitation. Ouais. Eux autres, ils ont été chercher l'argent du fédéral là-dedans, qu'on n'a pas été capable jamais ici d'avoir, parce que c'était pas à cause du Québec contre Ottawa, puis tout ça, c'était pas les batailles de juridiction. C'est ça. D'ailleurs, Centraide a vraiment soutenu c'est ça. En fait, le réseau de délégués sociaux. Grâce à l'implication des gars que ça a commencé, moi que j'ai connu, il y a dû en avoir avant, Michel Blondin, André Messier, moi, Michel Bruyette après, on était, à la fin des années 70, au Conseil, il y avait des gros débats sur est-ce qu'on fait la promotion des campagnes de Centraide dans nos milieux de travail. Et si le Conseil participait, on donnait aussi. Et le Conseil n'a jamais renié Centraide, on a toujours donné. Et quand on est arrivé dans les années 81-82, négocier une entente avec Centraide pour qui embauche 2 personnes, d'abord une, puis on a été jusqu'à 2, pour donner du service aux membres, puis former des délégués sociaux. On était bien contents d'avoir été impliqués. Il y avait, dans les rangs de la FTQ, une nouvelle réalité. L'alcoolisme, là, on dealait avec ça. Mais les toxicomanies, on avait de la misère. André Messier a été très sensible à ça. Il y avait ça comme besoin, puis il y avait aussi une expérience de Centraide qui se développait aux États-Unis et au Canada depuis 8-10 ans. Là. Tout ça a fait en sorte que ce programme de délégués sociaux-là a été mis en place. Et toi, quand tu as été embauché, c'était pour coordonner ça au niveau du Conseil du travail de Montréal? Juste au niveau du Conseil du travail de Montréal. Ça n'existait pas nulle part en dehors de la région de Montréal. Je me rappelle, en mai 84, on a donné notre première session de délégués sociaux. Je suis rentré en décembre 83. En mai 84, le cours était constitué. C'était 5 jours d'affilée. Puis sur
des problématiques d'alcoolisme, toxicomanie, santé mentale, problèmes familiaux, endettement, puis loi sociale. C'est ça. Moi, j'ai été au conseil, au CA de Centraide de Montréal pendant 6 ans. C'est vraiment le conseil régional qui a été à l'origine du réseau des délégués sociaux. Ça a commencé chez vous. Avant que ça s'étende à toutes les régions. Après que les autres conseils négocient avec leur centraide régionale. Il y en a que c'était plus long, mais il y a des places où ça a bien été. Et non, nous autres, disons que ça a pris un an et demi de négocier ça. C'était long parce qu'il fallait contrer des peurs et chez nous et chez Centraide.